La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les présidents des commissions, Jean-Claude Denoire et Hervé Moret, Messieurs les rapporteurs, Ladislas Poniatowski et Louis Nègre, Mesdames et Messieurs les responsables du texte, sur tous les groupes de votre Assemblée, Messieurs les sénateurs Jean-Pierre Bosino, Jacques Mézard, Didier Guillaume et Ronan Dantec, qui vous êtes beaucoup impliqués sur ce texte, j'ai l'honneur de vous présenter et de soumettre à votre discussion le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui porte pour la France une haute ambition et met en place des outils concrets, pragmatiques, accessibles à chacun pour que nous réussissions ensemble à faire de notre pays une puissance écologique performante qui améliore la vie quotidienne de tous les Français, qui crée des emplois tout en contribuant plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique dont les menaces n'épargnent aucun continent. Je tiens à remercier pour la qualité de leur engagement dans la préparation du débat qui s'ouvre aujourd'hui les présidents et les membres de vos commissions, des affaires économiques, du développement durable, de la culture et des finances, ainsi bien sûr que les rapporteurs qu'elles ont désignés en leur sein et qui se sont très attentivement penchés sur ce texte, ainsi que les responsables du texte dans tous les groupes. L'Assemblée nationale a, vous le savez, adopté le 14 octobre dernier à une large majorité le projet de loi dont vous êtes saisis. J'attends beaucoup des travaux de la Haute Assemblée pour enrichir les acquis de cette première lecture, du regard des territoires que vous représentez, pour qu'ensemble nous bâtissions les convergences les plus constructives autour d'objectifs d'intérêt général que je crois dignes de nous rassembler en cette année cruciale pour le climat. Quels sont les 5 objectifs de ce projet de loi ? Tout d'abord, réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour reprendre en main notre destin climatique. Ensuite, mieux garantir notre indépendance et notre souveraineté énergétique en préparant l'après-pétrole et en réduisant le coût de nos importations, qui grèvent lourdement et structurellement notre balance commerciale. Troisièmement, saisir la chance de la croissance verte pour stimuler l'innovation, améliorer la compétitivité de nos entreprises, développer des activités nouvelles et des filières d'avenir créatrices d'emplois non délocalisables. Quatrièmement, protéger le pouvoir d'achat des Français, mais aussi leur santé, en améliorant leur bien-être, je pense au transport propre. Et enfin, doter notre pays d'une des législations les plus avancées du monde, car la plus complète. La France, qui se mobilise, vous le savez, pour le sommet Paris Climat qu'elle accueillera en décembre prochain, doit être exemplaire chez elle pour convaincre et entraîner les autres pays. Et ce projet de loi a pour ambition de nous en donner les moyens. Vous allez légiférer dans un domaine où tout se tient et dont les enjeux sont étroitement imbriqués, l'économie et l'écologie, dont la loi qui vous est soumise organise la réconciliation, le changement climatique et la biodiversité, le temps présent et les temps à venir, le local et le global. Un domaine passionnant où ceux qui réussiront seront ceux qui auront su accélérer à temps et où ceux qui garderont la main sur le frein seront les grands perdants d'une mutation déjà en marche et qui se fera sans eux. Mais j'ai confiance dans notre capacité à faire les choix justes, car je vois tous les jours combien le mouvement pour une croissance verte gagne du terrain et combien l'intelligence collective des territoires multiplie les réalisations innovantes et probantes. Permettez-moi de rappeler brièvement ici dans quelle histoire au long cours s'inscrit le projet de loi dont nous allons débattre. Depuis un siècle, la modernisation de la France a été indissociable des grands choix énergétiques. Ce fut le cas en 1919
pour réparer les ravages de la Première Guerre mondiale avec la loi sur l'énergie hydraulique, cette houille blanche, comme on disait alors, et qui reste aujourd'hui encore la première de nos énergies renouvelables. Ce fut le cas à la Libération, quand le pays était à reconstruire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil national de la Résistance avait fait alors de l'énergie la clé d'un nouveau développement économique et du rétablissement de notre souveraineté nationale. Les lois de 1946 en prirent les moyens dans le contexte de l'époque, en créant de puissantes entreprises nationales pour le charbon, pour le gaz et pour l'électricité. C'est avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier que l'Europe a commencé à se construire. Dans les années 70, quand le premier choc pétrolier révéla la vulnérabilité de notre dépendance aux énergies fossiles, la France lança un programme nucléaire d'une rapidité et d'une ampleur inégalées dans le monde. L'association du Parlement à ces grandes décisions fut, reconnaissons-le, très marginale. Le projet de loi qui vous est présenté rend à la Nation la maîtrise de son destin énergétique. Elle met dans vos mains la définition de notre politique de l'énergie jusqu'en 2020, 2030 et 2050, avec des programmations pluriannuelles de l'énergie pragmatiques et révisables. Et surtout, elle y associe les territoires, les entreprises et les citoyens qui auront ainsi, par le texte que vous adopterez, la base juridique stable pour y voir clair et pour s'y engager. Durant les dernières décennies, le Parlement a plus souvent légiféré sur les questions d'énergie et de plus en plus intégré la dimension environnementale qui en est indissociable. Je tiens à saluer ici l'action de tous mes prédécesseurs, parmi lesquels Mme Chantal Joanneau, qui siège dans votre Assemblée. Ils et elles ont, quelle qu'était leur sensibilité politique, tracé le sillon, ainsi que le travail du Parlement, qui a montré qu'en ces domaines, bien des objectifs peuvent être partagés, sans sectarisme ni considération étroitement partisane. Bien des efforts peuvent converger et l'unité prévaloir. Le Grenelle de l'environnement, si ardemment voulu par Nicolas Hulot et piloté avec conviction par Jean-Louis Borloo, a été, à cet égard, un moment d'une vraie richesse, dans le sillage duquel s'inscrit l'œuvre qui nous rassemble, de même que le débat national sur la transition énergétique. Ce projet de loi marque une nouvelle étape. Je me suis appuyée pour le construire sur toutes les parties prenantes de la transition énergétique et aussi sur ce qui se fait de mieux dans nos entreprises et dans nos territoires. J'étais le 29 janvier dernier aux Assises de l'énergie à Bordeaux. J'ai constaté la mobilisation des villes et des territoires, de leurs élus de tous bords, leur intelligence partagée des enjeux énergétiques et climatiques, leur envie d'agir et d'entraîner le pays tout entier. Ils m'ont remis, par les mains du maire de Bordeaux, l'appel des collectivités pour agir vite dans la transition énergétique. Hier, j'ai rendu publics les noms des 200 territoires lauréats, 218 exactement, de l'appel à projet Territoire à énergie positive que j'ai lancé en septembre 2014 pour aider les initiatives les plus innovantes qui mettent en pratique et combinent sur le terrain différentes orientations du projet de loi qui vous est soumis. Économie d'énergie dans les logements, les bâtiments et l'espace public, transport propre, gestion durable des déchets et économie circulaire, production locale d'énergie renouvelable, préservation de la biodiversité et des paysages, urbanisme durable, bâtiments à énergie positive, développement de l'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. J'ai été moi-même agréablement surprise, je vous l'avoue, par le nombre des candidatures reçues. Plus de 500 territoires se sont positionnés, émanant de 21 000 collectivités et groupements de collectivités de toute taille. Ces projets multidimensionnels et localement très fédérateurs bénéficieront d'un appui renforcé et de financements dédiés, issus notamment du Fonds de financement de la transition énergétique. Preuve aussi de cette mise en mouvement dynamique et créative, les 58 lauréats de l'appel à projet Territoire zéro gaspillage et les 162 dossiers qui seront accompagnés par les services du ministère de l'Écologie dans le cadre des contrats régionaux de la transition énergétique.
Bref, le mouvement est lancé. Notre pays et toutes ses forces vives font preuve d'une belle réactivité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les sénateurs, les territoires dont vous êtes les représentants me trouveront toujours à leur côté pour aller de l'avant, mais c'est pourquoi aussi ils attendent l'impulsion de cette loi que nous sommes en train de co-construire. Comment agir efficacement en articulant les enjeux globaux, ceux du changement climatique, de la raréfaction des ressources, et en même temps les enjeux locaux, ceux de l'emploi et de la qualité de vie au quotidien? Eh bien, c'est d'abord en traçant un cap clair, en donnant au pays un horizon stable pour agir dès maintenant. C'est pourquoi le projet qui vous est soumis fixe ses objectifs à moyen terme, et en particulier réduire de 50% notre consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012, baisser notre consommation d'énergie fossile de 30%, réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre et les diviser par 4 en 2050, rééquilibrer notre modèle énergétique en portant la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation énergétique en 2030 et en réduisant la part du nucléaire dans la production d'électricité. Je me réjouis que le Sénat ait ardemment travaillé dans ses commissions sur ce sujet, et notamment sur la réduction de notre consommation d'énergie et le rééquilibrage de notre mix énergétique. Bien évidemment, je souhaite une convergence sur les objectifs fondamentaux de ce texte. Les titres 2 à 4 créent de puissants outils pour économiser l'énergie dans les bâtiments, dans les transports et par le développement de l'économie circulaire. La rénovation énergétique des bâtiments, prévue dans le titre 2, est un levier majeur de création d'emplois dans un secteur aujourd'hui fragilisé qui attend impatiemment la mise en œuvre de cette loi. C'est aussi un gain de pouvoir d'achat pour les ménages, car un logement bien isolé, ce sont des factures qui baissent. C'est enfin, avec des bâtiments et des espaces publics moins énergivores, une source d'économie pour les budgets et les collectivités locales. Le développement des transports propres, prévu par le titre 3, est indispensable pour réduire notre consommation d'énergie fossile, améliorer la qualité de l'air et donc mieux protéger la santé de tous. Le projet de loi prévoit notamment l'acquisition d'au minimum un véhicule électrique ou hybride rechargeable sur 2 lors du renouvellement des parcs de voitures du secteur public et l'implantation de 7 millions de points de charge d'ici 2030, avec un objectif de 10% d'énergie renouvelable dans tous les modes de transport en 2020. Le titre 4, qui vise à renforcer la lutte contre toutes les formes de gaspillage, car il y a là un gisement d'économie dont nous ne mesurons pas souvent l'ampleur. Dès cette année, et dans cet esprit, tous les ministères se doteront d'un plan administration exemplaire avec un objectif de diminution de la consommation énergétique de 20 à 30%. Le projet de loi consacre l'entrée dans notre droit positif de la notion d'économie circulaire, qui va de l'éco-conception des produits à leur recyclage, notamment dans le cadre de complémentarité entre les entreprises qui font des déchets des unes les matières premières des autres. Il vise notamment la diminution de moitié à l'horizon 2025 des déchets mis en décharge et la valorisation de 70% des déchets du bâtiment, comme c'est déjà le cas en Allemagne. Il affirme le principe de proximité pour le traitement des déchets aussi près que possible de leur lieu de production. Le titre 5 organise la montée en puissance des énergies renouvelables, éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse, géothermie, énergie marine, dont l'énergie thermique des mers actuellement expérimentée dans nos outre-mer. Toutes les ressources de nos territoires doivent être valorisées pour diversifier notre bouquet énergétique et créer des emplois non délocalisables. La France doit devenir un leader de la production d'électricité en mer, et en particulier l'éolien offshore et l'énergie thermique des mers, filière très prometteuse pour notre pays qui a déjà lancé 6 grands chantiers en réponse à l'appel d'offres du ministère. Nous disposons d'industriels technologiquement très en pointe et le secteur représente un potentiel à court terme de nombreux emplois directs et indirects ancrés dans les territoires. Le projet de loi modernise les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables
Il améliore les procédures d'appel d'offres pour accélérer le mouvement et pour développer des filières industrielles compétitives dans une perspective d'intégration progressive au marché et d'offensive à l'exportation où la compétition fait rage. Il renforce la conditionnalité de l'aide financière apportée aux énergies vertes. Il facilite l'implication des communes et de leurs groupements dans la production locale d'énergie renouvelable, ainsi que le financement coopératif, afin de faire vivre dans les territoires une nouvelle citoyenneté énergétique. Nous aurons des débats sur la question des cultures énergétiques dédiées à la méthanisation. Vos commissions ont souhaité, par exemple, retenir une rédaction plus souple que celle de l'Assemblée nationale, ce qui me semble opportun, au moins à titre transitoire, compte tenu des difficultés économiques que connaît cette filière. Le texte qui vous est soumis rénove également, et je sais que de nombreux élus l'attendent, le régime des concessions hydrauliques, en l'harmonisant à l'échelle des grandes vallées et en créant des sociétés d'économie mixte qui permettront de mieux associer les collectivités territoriales à la gestion des usages de l'eau. Le titre 6, dont vous avez validé les orientations, renforce la sûreté nucléaire, la transparence et l'obligation d'information des riverains et plus largement des citoyens. Il prévoit notamment que le démantèlement d'une installation interviendra le plus tôt possible après son arrêt et renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'autorité de sûreté nucléaire. Pour accélérer le tournant de la croissance verte, le titre 7 clarifie et simplifie les procédures afin de gagner en efficacité et en compétitivité. Il complète le dispositif du marché de capacité. Il rend plus transparente la méthode de construction des tarifs réglementés de vente de l'électricité et les règles d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour inciter aux investissements nécessaires et à l'amélioration de la qualité du service. Il tient compte des spécificités des entreprises électro-intensives afin de mieux protéger leur compétitivité. Ces sujets feront débat entre nous. Je crois toutefois possible que nous parvenions à un bon compromis sur la question des implantations d'éoliennes, par exemple, permettant d'associer efficacement les territoires à leur développement sans ralentir le rythme des projets, tout en protégeant le patrimoine architectural et paysager de notre pays. Pour donner aux citoyens, aux collectivités et à l'État le pouvoir d'agir ensemble dans la même direction, le titre 8 crée de nouveaux instruments de programmation cohérente de l'énergie et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle locale et nationale. Budget carbone, stratégie nationale bas carbone et programmation pluriannuelle de l'énergie. Le projet de loi améliore la gouvernance de la contribution au service public de l'électricité afin de mieux en maîtriser les charges, de faciliter le contrôle du Parlement. Votre commission des finances soulève des questions légitimes sur cette contribution auxquelles je m'efforcerai de répondre lors de la discussion des articles. Le texte qui vous est soumis renforce les instruments du pilotage du nouveau modèle énergétique dont dispose l'État en plafonnant à son niveau actuel notre capacité de production nucléaire et en instaurant pour tout exploitant produisant plus du tiers de la production électrique nationale un plan stratégique précisant les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de diversification de la production électrique inscrits dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie, dont vous allez maîtriser la montée en charge. Si le niveau et le rythme du plafonnement ne font pas encore consensus entre nous, son principe n'est toutefois pas mis en cause et donc je pense que nous avons là une bonne base pour discuter et pour échanger. Plusieurs articles renforcent le rôle des territoires dans la transition énergétique, reconnaissent un droit à l'expérimentation de boucles locales fédérant les producteurs et les consommateurs dans le cadre d'une production décentralisée de l'énergie, ainsi que la possibilité d'un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents dans une perspective de développement de l'autoconsommation ou de construction de villes ou de quartiers intelligents avec tous les savoir-faire que la France doit pouvoir développer. Ce titre prévoit également la création d'un chèque énergie
traitant équitablement l'ensemble des énergies pour lutter contre la précarité énergétique. Je salue d'ailleurs les améliorations apportées par votre commission des affaires économiques à ce dispositif qui est très attendu. Enfin, le projet de loi reconnaît pleinement la spécificité et le potentiel des Outre-mer. Les difficultés résultant de la non-interconnexion nous poussent à innover et peuvent se transformer en avantages pour que les territoires ultramarins deviennent l'avant-garde de la transition énergétique et mettent le cap sur une autonomie énergétique fondée sur leurs propres sources renouvelables. Et dans ces territoires où le chômage frappe durement, jusqu'à des taux de 40%, voire 50% des jeunes, il est évident que ces nouvelles filières constituent des atouts considérables de création d'activités et d'emplois non délocalisables. Et dans cette perspective, il ne s'agit plus pour nos Outre-mer de rattraper un modèle à bout de souffle, mais au contraire d'anticiper et même de devancer, grâce à la valorisation de leurs atouts, le changement de modèle dont la croissance verte doit être le moteur dans tout le pays. J'en viens aux moyens que le gouvernement entend consacrer à ces priorités. On me dit parfois que la transition énergétique coûterait trop cher. Je crois que dans ce domaine, c'est l'inaction qui coûterait très cher. Souvenons-nous, par exemple, en ce qui concerne le dérèglement climatique, des inondations dans notre pays et même des victimes nombreuses sur les territoires de nos régions et même de ma région, Poitou-Charentes, Pays de Loire, qui ont durement frappé ce tribut au dérèglement climatique. Dans le monde entier, d'ailleurs, les acteurs économiques commencent à en prendre pleinement conscience. En septembre dernier, au sommet mondial de l'ONU à New York, j'ai été frappée de voir avec quelle énergie, si j'ose dire, des pans entiers du monde industriel et des affaires américains s'engagent désormais de tout leur poids dans l'économie verte et nous ne pouvons pas être en retard sur ce mouvement. Ils ont fait leur compte. Ils ont compris que l'inaction a et aura un coût infiniment supérieur à celui de la transition énergétique. Car le dérèglement climatique et la multiplication des événements météorologiques extrêmes menacent les infrastructures côtières, organisent des pertes considérables. Et les acteurs économiques sont de plus en plus nombreux à comprendre que la croissance verte, qui réconcilie l'économie et l'écologie, devient un gisement d'innovation technologique et de production de richesses. Le 5e rapport du GIEC explique que sur la nouvelle économie climatique, ainsi que le rapport Stern-Calderon de l'ancien président mexicain, disent la même chose. J'entends aussi parfois que les moyens ne seraient pas au rendez-vous. Eh bien si, les moyens sont là, à nous de nous en saisir. Pour les particuliers, le gouvernement a créé, et vous l'avez voté, la création d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique, simplifié, renforcé, élargi dans la loi de finances pour 2015, qui permet de financer jusqu'à 30% du montant des travaux d'isolation. La simplification et le déblocage de l'écoprêt à taux zéro qui pourra bénéficier à 100 000 opérations de rénovation pour cette année. Le financement de l'ANA, de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, a été complété. La mise en place, pour ceux qui ne peuvent pas faire l'avance du financement des travaux, du tiers-financement à partir du vote de cette loi et de l'expérience des régions pionnières va permettre aux particuliers d'engager leurs travaux. Pour les entreprises, la Banque publique d'investissement assumera pleinement ses responsabilités de banque de la transition énergétique, notamment avec les prêts verts aux entreprises qui ont des projets de réduction de leur consommation d'énergie. Pour les collectivités territoriales, les prêts transition énergétique et croissance verte de la Caisse des dépôts sont disponibles depuis le 1er août avec une enveloppe de 5 milliards d'euros pour des prêts à un taux de 1,75% sans apport initial et remboursables en 40 ans. La Banque européenne d'investissement, dont j'ai pu apprécier l'efficacité comme partenaire des projets de la région Poitou-Charentes, mobilise également 1 milliard d'euros pour les travaux de rénovation énergétique dans les collèges en soutien des départements. Enfin, le Fonds de financement de la transition énergétique est aujourd'hui opérationnel. Logé à la Caisse des dépôts et consignations, il est doté d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans, issus des certificats d'économie d'énergie, du programme des investissements d'avenir et des dividendes du secteur de l'énergie. Ce fonds
financera directement dans les territoires les actions des lauréats des appels à projets et donc permettra l'engagement rapide des travaux qui doivent bénéficier à la filière bâtiment, aux entreprises et aux artisans de cette filière qui attendent avec impatience de bénéficier des marchés publics concernant les travaux sur les bâtiments publics, les bâtiments privés, les logements sociaux et les logements des particuliers. Les moyens existent donc, certains sont déjà mis en place et c'était très important qu'ils soient stabilisés au moment où votre Assemblée a débattre de cette loi. Ce projet de loi est également, je tiens à le souligner, l'aboutissement d'un dialogue renforcé avec, bien évidemment, les élus que vous êtes, mais aussi les associations, les scientifiques, les entrepreneurs, les artisans des filières de la croissance verte, les membres des organismes consultatifs, en particulier le Conseil économique, social et environnemental qui en a été saisi, le Conseil national de la transition écologique qui en a débattu. Je souhaite que vos travaux et que les propositions de vos rapporteurs, avec lesquels nous avons noué de fructueuses relations de travail au cours des dernières semaines, c'est vrai, permettent d'améliorer encore ce texte et de lui donner toute sa portée opérationnelle pour accélérer, pour approfondir cette mobilisation qui est déjà enclenchée concrètement. Au cours de ces mois de travail intense dont j'ai eu la responsabilité, j'ai veillé à prendre en compte nombre de recommandations de toutes les parties prenantes de la transition énergétique. J'ai tenu à être à l'écoute, et je continuerai à l'être au cours de vos débats, pour comprendre tous les points de vue, attentifs à ce qui permet de les rapprocher dans le respect des convictions de chacun, sans gommer, bien évidemment, artificiellement les différences d'approche, mais avec le souci de trouver des points de convergence, des équilibres positifs au service de tous les Français. Tel est l'état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce texte et dans lequel j'aborde ce débat au Sénat. Je sais que cet état d'esprit est partagé par vos commissions, dont je tiens à saluer la mobilisation exceptionnelle. 127 auditions ont été conduites par votre commission des affaires économiques ou son rapporteur et qui ont indiqué leur intention de conforter le projet de loi. 55 heures de réunion y ont été consacrées par votre commission du développement durable, qui a vu dans ce texte un Grenelle 3, un projet global à aborder, je cite, avec pragmatisme et sans idéologie. J'y vois pour ma part une attitude particulièrement constructive qui place nos débats sous d'excellents auspices. Mesdames et messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous propose n'accumule pas des contraintes supplémentaires. Il met à la portée de chaque acteur de la croissance verte des moyens concrets de s'impliquer. Il incarne une écologie positive qui lève des freins, libère des initiatives et des libertés d'entreprendre pour apporter dès aujourd'hui des bénéfices concrets, notamment en termes d'emploi. Ce projet de loi n'oppose pas les énergies les unes aux autres. Il organise leur complémentarité dans la perspective d'un nouveau modèle énergétique, évolutif, plus diversifié. C'est un texte d'équilibre qui vise à permettre à la France de tirer le meilleur parti des nombreux atouts qui sont les siens. Les atouts, d'abord, que notre histoire nous a légués et qui sécurisent notre transition énergétique. Les atouts qui nous permettent de devenir une puissance environnementale de premier plan, grâce à ces énergies renouvelables très diverses dont dispose notre pays, y compris nos outre-mer. Le deuxième domaine maritime mondial, la France a le deuxième domaine maritime mondial, le premier potentiel agricole, de l'importance de la biomasse, que vous avez d'ailleurs renforcé au cours de vos travaux, et le troisième potentiel forestier européen. Grâce ensuite à l'excellence de nos chercheurs, de nos ingénieurs, au talent et au savoir-faire de grands groupes, mais aussi de nos PME et de nos artisans. Grâce à la capacité d'initiative et à l'envie de participer des citoyens, à la motivation, à l'engagement des élus de nos territoires, au-delà des clivages politiques, comme je le constatais encore hier, je le répète, en félicitant les lauréats de ces territoires à énergie positive. Nous débattons aujourd'hui du projet de loi sur la transition énergétique. Nous débattrons bientôt du projet de loi sur la biodiversité. Ils sont l'un et l'autre complémentaires,
car leurs enjeux sont intimement liés. On le sait, le dérèglement climatique aggrave l'érosion de la biodiversité, fragilise les écosystèmes qui nous rendent pourtant des services vitaux, les espèces végétales et animales n'ayant plus le temps de s'adapter. En 40 ans, 52 des espèces vertébrées ont disparu de la planète, menacent les forêts, les mers, les récifs coralliens, les terres qui nous nourrissent, l'eau sans laquelle il n'est pas de vie possible et pour laquelle déjà bien des conflits se dessinent. Mais de cela peut sortir aussi le meilleur, car une biodiversité intelligemment préservée et valorisée limite les émissions de gaz à effet de serre et de pollution, atténue la dérive climatique, protège mieux de ses conséquences. C'est vrai, entre autres, des forêts côtières, des mangroves qui ralentissent le déferlement des inondations. C'est vrai de l'apport de l'agroécologie et du génie écologique ou du retour de la nature en ville où, par exemple, l'effet des arbres protège des canicules urbaines. Mesdames et messieurs les sénateurs, le premier sommet de la Terre proclamait en 1972 « Tout être humain a deux patries, la sienne et la planète ». Le projet de loi qui vous est présenté doit nous permettre de prendre efficacement soin de l'une et de l'autre, de donner aux Français l'espoir et les moyens de vivre mieux en créant les emplois qui vont avec, dans un pays qui reprend son destin énergétique en main et plus largement peut à nouveau inventer son avenir. Dans les territoires dont vous êtes les élus, vous le voyez bien, parce que vous êtes actifs et vous vous engagez. La transition énergétique est en marche. Il nous faut donc consolider, généraliser, approfondir cette dynamique. Tel est l'objectif de ce débat qui nous rassemble, avec à la clé, je le répète, la possibilité de créer des emplois. Comme le bon cognac du Poitou-Charentes qui doit passer 2 fois par l'alambic avant d'entamer la lente maturation que lui conférera son arôme définitif, la lecture, donc la deuxième après l'Assemblée nationale au Sénat de ce texte que nous entamons aujourd'hui va permettre, je l'espère, de donner à notre pays l'outil législatif mûrement réfléchi, soigneusement élaboré dont il a besoin pour réussir pleinement sa transition énergétique et faire de la croissance verte notre commune nouvelle frontière. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.